Merci. Bien, ben, je vous remercie. S'il y a d'autres questions, je vous invite à voir Monsieur Hill au point café. Merci encore de cette belle présentation. Donc là, on va retourner sur un... Pardon. On va passer à Épinal avec Jean-François Bocquet qui va nous parler encore de bois mature. Donc, je vais lui laisser la parole pour, pareil, 20-25 minutes. Donc, François Bocquet de l'Hermab Épinal. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que je viens au GDR, donc j'ai trouvé respectueux de me présenter, en fait de dire non pas qui je suis parce que ça serait un peu présomptueux, mais simplement en fait de donner mon parcours. Au sens de La Fontaine, je dirais que je suis plutôt un rat des champs, donc j'ai grandi à la campagne, je me suis intéressé au machinisme, donc j'ai appris en fait la mécanique. Ensuite, j'ai construit un bâtiment en bois, une étable. Ça m'a donné envie de travailler avec ce fabuleux matériau. Donc, j'ai ensuite été au CUST à Clermont-Ferrand, donc Polytech, pour apprendre le génie civil. J'ai trouvé des gens sympathiques et j'ai décidé de faire une thèse sur les assemblages. Donc, voilà pour mon parcours. Mon expérience professionnelle, donc, elle se résume à 2 ans de chauffeur mécanicien agricole. Bon, j'y tiens parce que ça me ramène les pieds sur terre. J'ai passé 3 ans à l'IUT de Nancy-Brabois en génie civil et ça fait donc 16 ans que je suis à l'ENSTIB en tant que maître de conf génie civil bois. Donc on m'a demandé donc de faire une présentation, hop, je vais passer un peu vite. Donc de parler en fait de construction. Donc j'ai choisi en fait le titre Le bois, un matériau mature pour notre temps. Donc ça veut dire que dans ce titre, il y a 3 choses. Ça veut dire d'abord définir qu'est-ce que notre temps. Enfin, moi, qu'est-ce que j'entends par notre temps. Ensuite, de dire est-ce que le bois est mature, ça veut dire est-ce qu'il est en accord avec notre temps. Et bien évidemment, se dire que la recherche que l'on fait, est-ce qu'elle est en accord également avec notre temps. Donc j'aurai en fait 3 parties dans mon exposé. Donc, tout d'abord, pour situer le cadre de notre temps, pour moi, en fait, c'est le développement durable. Bon, je suis pas spécialiste du climat, donc j'ai juste essayé de me faire une opinion. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. J'ai un peu regardé ce que racontait monsieur Jean-Marc Jancovici, peut-être beaucoup le connaissent. Je trouve qu'il travaille à faire en fait en quelque sorte une synthèse entre les données scientifiques et la partie économique, donc je trouve ça assez respectable de faire cette liaison. Donc si je résume globalement en fait ce que j'ai compris, c'est qu'en 10 à 15 000 ans en fait la Terre s'est réchauffée de 5 degrés, ce qui veut dire qu'en fait la moitié de l'Europe était couverte de glace, et donc en 15 000 ans, donc on est réchauffé de 5 degrés et on a globalement en fait l'Europe actuelle. En 150 ans d'industrialisation et principalement en fait par la combustion du charbon, on a réchauffé de 1 degré. Donc, ce qui veut dire que si on réchauffe encore, vous comprenez, de 1 degré ou un petit peu plus, on n'aura plus besoin de faire de GDR bois, parce que du bois, en fait, il n'y en aura plus. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut donc limiter la production de CO2. Et donc, ce qu'il indique, si on veut limiter en gros de 1 degré le réchauffement climatique pour 2100, ça veut dire qu'on doit en fait limiter notre consommation et qu'à partir de maintenant, nous et nos enfants, on doit passer et on doit limiter notre consommation au 6e de l'énergie qu'ont consommé nos parents. Donc en fait, c'est une réelle perspective d'avenir. Ça veut dire, est-ce qu'il faut ne plus rien faire? Donc on peut s'interroger, et globalement pour moi en fait non, c'est tout le contraire. On a en fait tout à faire, c'est peut-être le plus beau défi qu'a l'humanité à relever, c'est-à-dire de tout faire en fait pour ne pas que ce réchauffement il arrive. Donc ça veut dire qu'il faut travailler à la limitation des émissions de CO2 et à stocker le CO2. Alors moi je reconnais tout à fait qu'on ne peut être pas d'accord avec le réchauffement climatique. Est-ce que c'est vraiment nous qui le produisons ou pas? D'accord? Et on peut s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est Donald Trump qui est responsable de tout ça? Je pense pas qu'un seul homme soit responsable de tout. En fait, j'ai perdu cette naïveté. D'accord? Donc, ce qu'on peut
par contre dire également, c'est que cette production en fait de CO2, elle s'accompagne de beaucoup de pollution. Et de toute façon, si on va vers la réduction de CO2, on ira vers la réduction en fait de toutes les pollutions. Donc moi, mon programme, il est simple. C'est que pour limiter le CO2, il faut construire des ouvrages économes en bois et durables à la vitesse de croissance de la forêt. Donc ça veut dire qu'il faut changer les choses, il faut changer de mode de réflexion. Ça veut dire qu'avec ce 6e de l'énergie que l'on doit utiliser, il faut changer les choses, c'est-à-dire qu'il faut non plus produire comme on nous a éduqués à consommer, mais il faut produire aujourd'hui pour ne plus consommer. Donc consommer, c'est bien sympathique, donc ça veut dire qu'on nous prend pour un peu des cons, ça veut dire qu'on nous oblige et on nous éduque donc à accumuler en fait des choses qu'on balance. Donc ça, il faut le changer, mais bon, c'est pas évident. On a été, comme je le dis, éduqué. Hein, l'éducation nationale, avant, ça s'appelait enseignement public. Donc il y a un saut. Il faut s'interroger sur les mots. Donc moi, je pense que c'est difficile de changer les habitudes. Donc si les gens ont cette habitude de toujours prendre plus, on peut s'en servir, c'est-à-dire qu'on peut transformer en fait le mot consommer en CO2 sommé. C'est-à-dire qu'il faut faire que maintenant les gens, ils comprennent qu'il faut qu'ils accumulent du CO2, parce qu'en fait ils aiment bien avoir, donc on va leur donner beaucoup de CO2 à accumuler, ce qui fera peut-être comprendre aux gens qu'en fait la vie c'est pas avoir, d'accord, mais la vie c'est être, d'accord. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire en fait j'ai été au GDR, mais en fait vous n'allez pas dire j'ai eu au GDR. D'accord. Donc, si on fait cumuler aux gens du CO2, en fait, par de la construction, quand ils auront 1, 2, 3 maisons, ils s'apercevront qu'ils en ont besoin de qu'une pour vivre réellement. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra en fait changer la perspective. Alors, en fait, il faut construire en limitant la production de CO2. Donc, ça veut dire forcément qu'il faut produire local et utiliser la ressource locale. Donc en fait, c'est dans le brillant exposé qu'on a eu hier. Donc en fait, c'est ce qu'il en est ressorti. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Construire, oui, mais pas sur les terres agricoles. Donc hier, on nous a donné le choix. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir le choix. Il faut arrêter de construire sur les terres agricoles. En regardant un petit peu en fait ce qui se passe, et c'était encore reconfirmé par des chiffres avant les élections, donc il disparaît en France un département tous les 7 ans. Donc en fait, je pose la question, qu'est-ce qu'on va manger en fait demain? Donc, quand on sait que pour produire une terre cultivable et une terre arable, donc il faut entre 1400 et 7000 ans, on se rend compte de ce qu'on détruit quand on construit en fait et qu'on étend en fait notre civilisation de manière non raisonnable. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour construire, il nous faut en fait déconstruire. Donc, dans le mot déconstruire, en fait, ça ne veut pas dire démolir, mais ça veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, penser en fait au recyclage, d'accord, de prendre en fait ce qui est dans l'existant pour mieux le reconstruire, plus isoler, redensifier en fait les choses. Donc en fait, ça c'est globalement le programme que je propose. Donc si je résume, on a du CO2, il faut limiter la consommation de CO2, il faut stocker du CO2. Pour ça, donc, il faut utiliser du bois pour la construction après la déconstruction, faire ça en circuit court, donc utiliser du bois local. On sait aujourd'hui utiliser le résineux. Demain, il va nous falloir, en fait, pour la France, donc mieux utiliser, en fait, le feuillu local. Donc, on doit devenir, en fait, des CO2 sommateurs, en fait, de bois local. Alors, est-ce que le bois est capable de relever en fait ce défi? En fait, il y a plein de pièces au puzzle pour y arriver. Il y a la mobilisation et l'entretien de la ressource, il y a la transformation et la valorisation, il y a l'optimisation du dimensionnement, il y a la logistique. On aura besoin en fait des gens du béton, je pense, pour améliorer la logistique. C'est pas forcément ce que je trouve de plus performant dans le bois à l'heure actuelle. Il faut privilégier le confort de l'habitat. Et enfin, donc, quand on voit les problèmes que pose le recyclage, ça veut dire qu'il faut concevoir en fait en éco-construction pour penser à la fin de vie. Donc pour ça, en fait, on a bâti pas mal ces dernières années, on a eu pas mal de choses pour démontrer la capacité du bois. Donc c'est un puzzle un petit peu compliqué à assembler. Donc ça ressemble un peu à un casse-tête.
moi je trouve qu'il prend une bonne tête. J'ai eu la chance, donc, dans mon parcours, de pouvoir toucher à la construction d'ouvrages assez séduisants. Donc, il y en a plein, hein. Je ne cite que ceux que je connais. Donc, quand j'étais à Clermont, avec Éric Fournoli, Patrick Raché, on a travaillé sur le centre culturel Jean-Marie Djibaou à Nouméa, sur le pavillon de l'Utopie à Lisbonne. J'ai continué ma route. On a travaillé sur la fondation Louis Vuitton, le centre de l'INPI et un peu plus récemment sur l'aquapark Aqualagon. Donc, si je réponds à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que le bois, il est mature pour la construction et pour demain? Je réponds évidemment oui. Maintenant, on a fait des démonstrateurs. Le défi, en fait, ça va être de construire des immeubles de grande hauteur. Et en fait, maintenant, je pense qu'il faut travailler en fait sur la sobriété de la construction. Alors, qu'est-ce que j'entends par la sobriété de la construction? Ça veut dire augmenter la fiabilité. On a un matériau qui est parfaitement industrialisable et on se traîne un coefficient de sécurité de 1,3, ce qui est pour moi complètement inadmissible, d'accord, avec le savoir-faire que l'on a déjà. Il faut également travailler sur l'économie. C'est pareil, on a un matériau industrialisable, il faut encore automatiser encore plus, donc pour être rentable et en fait venir vraiment détrôner le béton là où il n'est pas utile en fait d'en mettre. Donc pour globalement présenter en fait cette sobriété, ces arguments, je vais présenter ce que on essaie de faire en recherche par rapport à ça, en ayant tout d'abord un premier point autour en fait de la thématique des assemblages, ensuite sur la ressource locale, sur l'automatisation de la construction et sur la mixité en fait des matériaux. Donc tout d'abord sur la thématique assemblage. Donc depuis très longtemps en fait on a des gens qui se sont formés, qui ont été qualifiés pour construire des structures en bois. Donc des structures à pans de bois, ce sont des structures très redondantes où dans ces structures on n'avait pas vraiment le souci des déformations. Donc globalement on voit que même si ces structures elles ont été construites là, il y a longtemps et qu'elles se sont déformées, en fait le bâtiment s'est adapté. Donc c'est des choses qui sont très jolies aujourd'hui, donc de par leur vieillissement, mais en fait ce ne sont pas des choses qui sont acceptables en termes de construction de nos jours. Donc à l'époque, on n'avait pas besoin de s'occuper en fait de la raideur des assemblages. Maintenant, en fait, ça devient un peu plus une priorité. En 1995, quand le bois a été promu comme matériau de construction en Europe grâce en fait à l'apparition d'un eurocode comme le béton ou l'acier, les gens se sont posé la question que pour calculer les structures, il fallait quand même prendre en compte la raideur des assemblages. Donc ils ont proposé en fait des valeurs approchées. Alors, c'est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on propose des valeurs dans ce code de calcul. Ces valeurs, en fait, quand on les introduit dans le calcul, si notre calcul ne dépend pas de ces valeurs, en fait, c'est bien. Par contre, quand notre calcul dépend de ces valeurs, ça veut dire que c'est là qu'on est dans la merde. Ça veut dire qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin que les valeurs qui sont données dans le code. Et aujourd'hui, en fait, ça coûte cher. Ça veut dire qu'il faut faire des expériences, il faut faire des tests pour, en fait, estimer proprement cette raideur d'assemblage. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout dans la sobriété. Donc, en fait, pour la révision de l'Eurocode 2020, c'est un défi, c'est-à-dire de comment arriver à avoir des raideurs d'assemblage qui soient beaucoup plus précises. On n'aura pas les budgets pour faire des tests sur des éléments de grosses dimensions. Et pourtant, en fait, vous voyez que ce qu'on souhaite construire, donc ça a une certaine ampleur. Donc, en fait, il faut travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'on a besoin d'outils numériques pour résoudre, en fait, ce problème. Donc, on a décidé, donc, au LERMAB de financer une thèse à 60% sur ce sujet avec un cofinancement du Codifab à 40%. Donc, dans une première phase, en fait, c'est de travailler sur la définition de ce CACER, donc donner un moyen aux ingénieurs d'avoir un outil de calcul plus performant pour calculer ces raideurs d'assemblage. En développant en fait ces modèles, on s'aperçoit qu'on peut également résoudre en fait tous les problèmes qu'il y a dans l'Eurocode, c'est-à-dire les problèmes de calcul, d'assemblage, multiplan, prenant en compte en fait les renforcements, etc., par les éléments finis. Et enfin, il faut compléter ça en fait par la détermination des modes de rupture fragiles dans les assemblages. Donc, vous avez vu en fait en début de séminaire donc le travail de Romain Lemaitre, c'est la tâche qu'on lui a confiée. Donc,
Il y a une vingtaine d'années, j'ai terminé ma thèse sur la modélisation des assemblages en non linéaire. À l'époque, il fallait 2 jours pour calculer un assemblage. En 2004, avec Nicolas Sauvard, on a repris le travail et il nous fallait un quart d'heure à 20 minutes pour avoir un calcul d'assemblage. Aujourd'hui, en fait, la même chose, on traite en 1 à 2 secondes. Ça veut dire qu'en fait, cette démarche-là, elle est mature pour répondre aux problèmes des ingénieurs de demain. Donc, Romain a déjà pas mal avancé sur cette tâche-là. En parallèle, on participe au COST 1402. Donc, c'est un COST qui a été initié par Philippe Ditch au TU de Munich. L'idée, c'était de se dire, en fait, il y a eu beaucoup de recherches bois, en fait, depuis l'apparition de l'Eurocode. Il faut essayer de rassembler, en fait, toutes ces données pour pouvoir essayer de les mettre dans le code et incrémenter, faire monter d'un cran l'Eurocode. Donc, dans ce groupe de travail assemblage, j'ai présenté la démarche que j'ai montrée juste avant et j'ai eu l'heureuse surprise de voir qu'en fait, il y avait des gens qui étaient sur le même point de vue. Donc, on a constitué un groupe de travail entre nous, des Autrichiens et puis Allemands pour implémenter toute la base de données qui permettra demain en fait de calculer beaucoup mieux ces assemblages. Alors, en ayant accès en fait au comportement en raideur des assemblages et au comportement en fait non linéaire des assemblages, se pose ensuite la question de la résistance. On va avoir affaire à des assemblages de plus en plus gros, et en fait, dans ces assemblages, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en général, on a des sollicitations qui sont complexes, où on a interaction de traction transversale et de cisaillement. Ça fait naître de la fissuration. Tant que les fissures restent à l'intérieur des assemblages, à la limite, c'est pas très grave. Par contre, ce qu'il faut surtout pas, en fait, c'est que ces fissures sortent des zones d'assemblage. Le bois étant très variable en traction transversale et cisaillement, on voit que par rapport à une grosse capacité d'assemblage, on peut se trouver très rapidement limité, c'est la petite courbe en bleu là, avec le décrochement, on peut être soumis à l'apparition de fissures, et quand on a ces fissures, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas faire grand-chose, à part essayer de mettre de la colle et des choses comme ça. Et on voit qu'en fait, la fiabilité, elle est très dégradée et qu'on a des niveaux de performance qui sont très faibles. Donc faire des gros assemblages pour s'arrêter à une fissure dans l'assemblage, ça n'a strictement aucun sens. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un peu plus de 10 ans, il y a eu une révolution dans la construction bois. La révolution dans la construction bois, en fait, ce sont les vis. Donc, ce sont des choses qui n'existaient pas, en fait, avant. Maintenant, on dispose d'éléments de renforcement très performants. Et en mettant 1 ou 2 vis bien placées dans ces assemblages, on peut atteindre la plastification complète. Donc, on comprend, en fait, l'utilité d'un outil de calcul non linéaire, ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir en fait dimensionner correctement ces assemblages. Donc en résumé, je pose le principe qu'il faut bloquer la traction transversale, ça nous permet de garantir le cisaillement et ainsi de figer les modes de construction. On aura toujours, de toute façon, dans les assemblages des fissures. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que même si on a des fissures et qu'elles sont bloquées, les modes de rupture finaux en fait ne changent pas. C'est ce qu'on a démontré en fait dans la construction de la fondation Louis Vuitton. Donc ça, c'est le travail de Romain. Si maintenant je passe en fait à l'utilisation du bois local et du feuillu, en fait on peut poser la question pourquoi c'est pas déjà fait? Évidemment que c'est déjà fait l'utilisation du bois local, et depuis très longtemps on a construit plein d'ouvrages en chêne, en châtaignier, des charpentes en peuplier. Par contre, ce qu'on a un peu moins fait, parce qu'on n'en voit pas, en fait ce sont des charpentes et des constructions en hêtre. Donc tout le monde sait que le hêtre c'est peu durable. Et globalement, en fait, des structures en hêtre, on n'en voit pas. Alors en fait, ce qui est marrant là-dedans, c'est que on a travaillé sur les pieux à une certaine époque, les pieux en bois. Et par exemple, on s'est aperçu qu'au port de Rouen, d'accord, malgré que le hêtre il pourrit très facilement, en fait, on sait quand on le met dans l'eau, on n'a pas de problème. Et donc tous les pieux en bois du port de Rouen, en fait, ils sont réalisés en hêtre. Donc ça veut dire que si on veut mettre du hêtre dans la construction, il va falloir prendre en fait des grandes précautions. Ici on fait des pieux, on est complètement dans l'eau, pas de problème. Par contre, si on fait de la construction avec du hêtre, en fait il faut jamais qu'il voie une goutte d'eau, sinon on aura plein de problèmes. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'utilise pas en fait le feuillu en construction? En fait il y a différentes choses, c'est que les feuillus c'est long à sécher, garantir les propriétés mécaniques c'est compliqué,
c'est plus lourd, plus difficile à assembler, rendement matière plus faible, surtout en fait si on va chercher en fait des bois dans des classes C et D, puisque on sait beaucoup mieux valoriser à un prix plus élevé les classes A et B. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a proposé pour pallier à ça? Ben, nous, on s'est dit qu'il fallait faire en fait produire des lames, d'accord, avec une certaine section. Donc en produisant des lames, donc avec une section réduite, on peut sécher plus rapidement. On a des bois moins lourds à manipuler, plus facile à assembler, un rendement plus élevé. Cependant, il nous reste la problématique de garantir en fait la résistance. Alors, en 2012, Laurent Blairon a rejoint en fait l'ENSTIB, après y être allé, et puis il est reparti. Et en fait, Laurent avait travaillé en 2011 en fait sur la valorisation des bois de qualité secondaire. Donc, plutôt que d'envoyer ces bois directement en fait en bois-feu et produire du CO2, ils se sont dit, ben, si on produit des lames, donc on voit qu'on a un rendement qui est faible, mais c'est pas grave, on peut toujours en fait valoriser une partie. Et en testant en fait ces éléments, on s'aperçoit que dans la ressource, ben, 92% du bois en fait c'est du D24 et 80% en fait c'est du D30. Donc on peut quand même avoir des super performances malgré en fait les défauts. Alors ce qu'on a eu l'idée, nous, c'est de dire, ben, de toute façon, ce bois, il doit retourner, il peut de toute façon partir en bois de chauffage, mais en fait, ben, l'idée, c'est de le tester, c'est-à-dire faire un test tout ou rien. On éprouve le bois, s'il résiste, ça veut dire qu'il est garanti, s'il a cassé, ben, en fait, ça veut dire qu'il peut retourner en bois de chauffage. Et ainsi, on peut garantir là, très facilement, en fait, n'importe quelle ressource. Donc, on a fait l'expérience, on a pris 6,5 mètres cubes de hêtre classé C et D, séché, scie en 50 par 150 en barre de 3 mètres de mètre 40. On a fait abouter ça chez des gens qui savent abouter, donc chez Simonin. Ils nous ont rendu en fait des barres de longueur 3 mètres, donc on a perdu un tout petit peu en épaisseur, mais on n'a fait aucune purge, c'est-à-dire qu'on a tout passé en fait dans la bouteuse. On a ressorti 295 planches, donc il y a quelques planches qui ne sont pas passées parce qu'elles étaient trop tordues, mais c'était lié en fait au système d'aboutage. Donc ici, vous voyez les bois en fait à l'origine avec des nœuds, avec du défaut. De toutes ces planches, on a pris les plus dégueulasses, c'est-à-dire celles qui avaient le plus de défauts. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé ces planches en fait sous notre machine de test, en les testant dans un sens, dans l'autre, et en montant progressivement en fait le curseur d'effort. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Ben, on en a 2 qui ont cassé à moins de 30 MPa et 11 qui ont cassé à moins de 50 MPa. Quand vous voyez en fait la tête des défauts, vous comprenez que ce sont des défauts qui sont faciles à enlever en entrée de chaîne. Et derrière, en fait, on va avoir directement facilement une garantie de la résistance. Donc, ces planches, elles ont montré un module moyen de 13 000 avec une variabilité de module entre 10 et 20 000. On a en gros fait du D40 et du D45. On a également testé des aboutages. Donc, on est monté à une résistance d'aboutage de 50 MPa, donc ce qui est très bon. Donc à l'heure actuelle, on travaille sur la mise au point en fait d'un processus qui permettrait de produire des lames et de faire des lames en fait qui soient garanties derrière. Donc en partant d'une ressource qui est mauvaise, on peut arriver en fait à de très bonnes qualités en garantissant la valeur de résistance. Et on va en fait travailler sur un projet avec le pays d'Épinal pour faire une construction et mettre en expérimentation en vraie grandeur en fait ce système de classement. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on peut en fait transformer des bois de basse classe, de garantir en fait la qualité mécanique, c'est-à-dire en fait se débarrasser de ce coefficient de sécurité exactement comme il est fait en fait pour l'acier. Donc on a travaillé sur le chêne, sur le hêtre, mais rien ne nous empêche de travailler sur le châtaignier, le frêne et l'aulne, et en fait c'est dans la suite du travail de Thibaut Bénistan. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite maintenant avec ces lames? Alors soit on essaie de refaire en fait ce qui existe, mais en fait faire ce qui existe c'était fait principalement avec du résineux, donc avec une logique de résineux, et ça n'a pas vraiment de sens de refaire des choses, parce qu'en fait les choses ne sont pas transposables. Donc on a travaillé en 2006 à 2009 à faire de l'éco-conception à partir d'un procédé qui était le soudage du bois pour faire en fait des éléments de construction en lame. Donc on a démontré qu'on pouvait faire des planchers, des murs. Par contre, ça reste un procédé en fait
qui donne une raideur d'assemblage qui est faible. Et on s'est dit, on a des surfaces en contact importantes entre les planches. Comment mobiliser en fait ces surfaces de contact pour augmenter en fait la résistance et la raideur des assemblages. Donc on s'est fixé un cahier des charges, c'est-à-dire essayer de faire un assemblage rigide, ductile, peu cher, instantané, esthétique, discret et éco-conçu. Donc on s'est inspiré un peu de la méthode TRIZ et on s'est inspiré aussi à mon avis, d'un concept qu'il va falloir développer, ce qu'on appelle la low technologie. Ça veut dire, si on veut pouvoir recycler, ce qu'on va être obligé de faire de plus en plus, en fait, c'est pas en mélangeant 50 000 produits qu'à la fin, on va arriver à les trier. Donc, plus on va arriver à concevoir simple, d'accord, plus ça sera facile de recycler. Alors, ce travail, on l'a confié à Stéphane Girardon, qui est ici. C'est-à-dire essayer de préparer en fait les surfaces entre les pièces de bois pour pouvoir transmettre les efforts au niveau des interfaces. Alors, on a un peu galéré, on a expérimenté, et globalement, on s'est aperçu que faire des rainures perpendiculairement au fil du bois, c'était difficile. Donc, si on rainure dans un sens et qu'on rainure dans l'autre, ça nous fait en fait apparaître des pyramides. Et ensuite, si on vient enclencher les bois les uns avec les autres, eh bien, on peut transmettre en fait des efforts de cisaillement. Donc, si je rainure dans un sens que je mets dans des picots, si je mets des picots dans des rainures, on voit qu'on peut bloquer en fait les mouvements dans le plan des planches dans les deux directions et également bloquer la rotation. Donc ça veut dire que tout ça, si on le met sur une même planche, on a des picots, des rainures, des picots, et on peut transmettre un torseur plan entre des planches. Il suffit ensuite de tenir l'ensemble avec des vis pour transmettre les efforts. Alors, si on regarde le gain, ici vous avez un assemblage qui est composé de 8 vis avec des parties lisses. Ce sont les courbes en rouge ou en orange. Donc vous voyez en fait la plastification des organes. Si on ajoute la moitié de la surface avec des picots en plus de ces vis, vous voyez qu'à 1 mm de glissement, vous avez un gain de 165%. Ça veut dire qu'on a encore travaillé et amélioré, ça veut dire qu'on est capable de transmettre le cisaillement roulant entre les pièces en direct avec très peu de vis. Donc ça permet en fait de faire un assemblage instantané. Donc on peut construire avec ça en fait des parois, donc des murs. Donc c'était le travail de Romain, qui est ici aussi. Donc où on vient inclure dedans en fait l'isolation. Donc on voit que ça nous donne accès à des structures en fait par empilement de couches. Donc on a travaillé à regarder en fait comment on pouvait en fait automatiser ça. Ça veut dire qu'on sait partir d'un volume d'une construction, le remplir en automatique avec des lames et de l'isolant, en faire un modèle numérique. On sait exporter directement les fichiers pour être usinés sur machine et également exporter l'ordonnancement pour que ça soit monté sur un robot. Donc en ce moment, on est en train de terminer une phase d'expérimentation où en fait on est en train de monter un démonstrateur, donc avec un robot qui est capable de prendre en fait donc des plaques d'isolant, de prendre les plaques de bois et de venir ensuite fixer tout ça. Donc l'objectif, on va dire sans forcer en fait la mécanique des robots, c'est d'être capable de monter une paroi de 3 mètres par 3 mètres en 20 minutes. C'est-à-dire que je dessine ma paroi, j'appuie sur mon bouton et 20 minutes après, en fait, j'ai la paroi dessinée. Enfin, la paroi, en fait, montée. En dernier, on a travaillé sur la mixité. On a répondu à un appel à projet, en fait, du Lab CDC, donc la Caisse des dépôts et consignations. Donc, avec l'architecte Marc Barani, qui s'est vu confier en fait le réaménagement d'un quartier à Bordeaux. Et en fait, ce qui était demandé, c'est la flexibilité dans le temps. Ça veut dire que quand on construit des bâtiments à usage de bureaux, il est difficile après de les passer en usage d'habitation, puisque ce n'est pas les mêmes charges et ce n'est pas en fait les mêmes contraintes acoustiques. Et donc là, le but, c'était de se dire, on construit à la base une structure et elle doit pouvoir muter, c'est-à-dire passer de bureau à habitation ou d'habitation à bureau. Donc on a répondu avec un bureau d'études qui était principalement axé sur le béton, et donc nous on a apporté en fait la conception en partie bois. Donc on leur a dit ce qu'on pourrait faire, ce sont des poutres treillis qui permettent en fait de passer en fait tous les réseaux et de modifier dans le temps en fait tous les réseaux dans la structure. On a accroché au-dessous de ces planchers une plaque en béton. La plaque en béton, elle sert à apporter la masse pour le confort. Elle permet de faire
contreventement, elle permet d'apporter l'acoustique, d'accord? Et elle permet de couper en fait le feu. Par-dessus, on vient mettre un platelage. Donc en fait, si on veut modifier, il suffit d'enlever le platelage, modifier les réseaux. Si on veut passer de bureau à habitation, on rajoute en fait du sable à l'intérieur, on rajoute de la masse, et comme ça, on arrive à satisfaire le problème acoustique. Donc, on a monté en fait ce prototype donc, pour faire des essais de vibration et tous les essais phoniques. Ensuite, on a fait des essais mécaniques pour tester en fait la résistance des poutres. Ce qu'il est très important de remarquer, c'est que là, quand on fait des poutres treillis, on fait travailler 10 lames en parallèle. Donc on augmente la fiabilité. Quand on a un lamellé collé, on n'a qu'une lame qui travaille au maximum. Donc là, on augmente la fiabilité et on augmente en fait le rendement mécanique. Dans ces poutres treillis, on n'a plus de déformés d'efforts tranchants puisqu'elles fonctionnent en système treillis. Et enfin, on a testé en fait ce complexe au feu. Donc vous avez en fait le plancher avant le test au feu et le plancher après le feu. Au bout de 2 heures en fait d'incendie, il faisait que 30 degrés en fait sur la dalle au-dessus. Donc en fait, ça marche bien, mais en fait au départ, on voulait pas faire ces planchers en résineux, parce que là en fait on a des poutres treillis qui sont en résineux et collées. Comme on pense savoir fabriquer en fait des lames de qualité garantie en feuillu, ben, on a regardé comment essayer de faire ça en feuillu. Donc en utilisant en fait le système de picot, on a fabriqué en fait des poutres treillis. Donc ça nous permet, on a ensuite testé en fait ces poutres. Tester en flexion, c'est pas la peine puisque si on a mesuré le module d'élasticité, on sait facilement prévoir la flèche et garantir la résistance. Ce qu'on voulait voir, c'était la résistance des assemblages. Vous avez en fait ici des courbes où en rouge en fait on a le comportement en feuillu sans colle et vous avez derrière en fait le comportement en résineux avec de la colle, avec un des résineux, en fait, le meilleur qu'on trouve en construction, puisque c'est du C30. Donc, nous, on n'a pas eu de rupture dans les assemblages. Par contre, comme les planches qu'on a utilisées, elles étaient pas triées, bah, vous voyez qu'en présence de gros défauts, c'est là où on a eu, en fait, les ruptures. Donc, ça veut dire qu'en utilisant 25% de matière en moins, à partir de bois local et de bois de basse qualité, sans colle, avec juste la colle dans les aboutages des planches, on a des performances au moins égales, je pense qu'elles seront supérieures, et on peut en fait garantir la résistance. Ça veut dire que ces poutres, une fois qu'elles sont fabriquées, rien ne nous empêche de les passer sur un banc, de les charger au niveau de l'état limite ultime, et ensuite de se débarrasser du coefficient de sécurité. Donc on utilise de la matière biosourcée pour le béton, c'est ce que je vais essayer de faire dans le futur, c'est de réutiliser du béton de déconstruction pour faire les dalles, et globalement la boucle sera bouclée entre construction et déconstruction et réutilisation. Donc en conclusion, par rapport à ma question du départ, est-ce que le bois en fait il est mature pour notre temps? Bien évidemment, il est mature pour notre temps et pour notre futur. Il faut simplement en fait tout faire pour qu'il le reste en l'utilisant, en l'associant intelligemment et sobrement à la structure. Maintenant, est-ce que moi je suis en accord avec mon temps? Et ben en fait, je vous laisse y répondre. Merci. Merci Jean-François pour cet exposé très clair, très intéressant. Avant de passer la parole pour une question, s'il y a des personnes qui doivent participer au flash talk de maintenant, enfin avec une demi-heure de retard, donc 2h30, de vite venir les déposer en bas. Et donc une petite question, après je vous invite à aller voir Jean-François pour discuter de ce sujet très intéressant. Pas de questions? Moi j'aurais une petite question par rapport à la phase sismique. J'ai pas... Oui. Alors en fait, bon, le calcul thermique c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut faire plein d'arrangements, mais très rapidement, ça dépend également du type d'isolant. Ici, nous, ce qu'on voudrait mettre en fait, c'est de l'isolant, on va dire de fibre de bois, d'accord. Donc avec un lambda en gros de 0,042 ou 38 dans ces eaux-là, il nous faut un mur en fait composé de 9 à 10 couches, d'accord, ce qui fait en gros 30 cm d'épaisseur. Alors, j'ai été vite, un mur de 3 mètres par 3 mètres comme j'ai présenté,
ça peut reprendre en fait l'effort de contreventement en fait d'un pavillon de 10 mètres de longueur et de 5 mètres de hauteur. Donc on a besoin d'un mur comme ça pour contreventer une maison. Ça veut dire que, évidemment, autour de la maison, il faudra mettre quelque chose, on ne va pas laisser qu'un seul mur. Ça veut dire que si on garantit en fait les quelques couches de base, bah derrière on se rend compte qu'on peut mettre en fait simplement du matériau de remplissage. Donc on peut réutiliser des lames si on arrive à produire des lames en recyclage. On peut mettre du bois avec du défaut, peu importe, et on fait notre empilage pour faire notre maison. Ouais. Tu nous as présenté pas mal de résultats d'essais, tu nous as surtout présenté des essais monotones. Oui. En cyclique, ça donne quoi? Alors en fait, en cyclique par rapport au cisaillement, ce qui est intéressant, c'est que quand les assemblages ils ne fonctionnent qu'en rotation, ça veut dire qu'on vient endommager les picots sur la partie extérieure et on a quelque chose en fait de très ductile. D'accord? Alors, le truc pour le moment, c'est qu'on essaie de travailler un max à rigidifier la structure pour qu'elle soit autostable, rien que par le croisement des bois. Si on doit répondre à quelque chose de sismique, donc il faut qu'on tende vers quelque chose de très raide, qui donne ensuite un shunt à un seuil d'effort donné. Donc on peut mettre une diagonale ou quelques diagonales pour augmenter la raideur, et ensuite l'endommagement des picots fera en fait en direct le palier plastique. Donc en fait c'est très ductile, on va dire alors en fait c'est très ductile. Si je dis qu'au bout à 10 cm de déplacement en tête, j'ai 10 tonnes dans le mur, c'est bien, mais en fait la baraque elle sera déjà bien inclinée. Mais en fait ça donne une grande ductilité quand les assemblages sont sollicités en rotation. À confirmer quand même peut-être par des essais. Bien sûr. Donc il y a la porte ouverte pour travailler sur le sismique avec ceux qui veulent. Merci et encore merci aux deux intervenants de ce matin pour leur excellent exposé. Merci. Les présentations flash talk, c'est vite à descendre pour pas perdre plus de temps.